Donc le surf connaît depuis un certain nombre d'années un engouement croissant, notamment auprès de populations de plus en plus éloignées des spots de pratique, notamment des populations urbaines. Et il est probable qu'à l'image de l'escalade dans les années 90-2000, la création de sites artificiels de pratique devienne pour les villes un enjeu de vitalité et de dynamique. Il devient alors nécessaire de s'interroger sur la création de telles vagues et sur les contraintes qui s'y appliquent. Et on souhaite donc étudier le phénomène de déferlement de vagues pour avoir des vagues propices à la pratique du surf. Si on observe le phénomène naturel, on constate que les vagues, donc des ondes mécaniques à la surface de l'eau, ne déferlent pas sur les hauts fonds ou sur des fonds plats. Ou éventuellement on observe un déferlement glissant, c'est-à-dire une vague qui s'affaisse sur elle-même, mais sans que ce soit une forme qui nous intéresse particulièrement. À l'inverse, les surfeurs sont à la recherche de reliefs sous-marins pour avoir un déferlement intéressant. On peut avoir typiquement des bancs de sable, ou ce qu'on appelle des riffs, des slabs, etc. L'aspect le plus intéressant d'une vague est son creux, et plus celle-ci est creuse, plus elle est intéressante à surfer. Les surfeurs sont notamment à la recherche de ce qu'on appelle le tube, donc la lèvre de la vague, son apex, qui jetterait devant et fermerait un creux ici, ouvert, dans lequel on pourrait se placer, qui s'appelle le tube. On se pose donc alors la question des reliefs en question sur lesquels on ferait déferler nos vagues pour avoir les vagues optimales. Et on se pose donc précisément la question du lien qui existe entre la topographie d'un fond marin et la forme d'une vague lors de son déferlement. J'ai procédé dans mes recherches en 3 axes. D'une part, un axe pratique manuel avec la conception et la réalisation d'un banc d'essai pour créer et faire déferler des vagues, des manipulations préliminaires pour ajuster le dispositif et établir un protocole facilement reproductible, des manipulations finales. Manipulation finale qui était filmée et qui nécessitait la création d'un code Python d'exploitation numérique, donc qui consistait en un deuxième axe de travail, et enfin un 3e axe qui était le développement d'un 2e code Python, celui-ci pour réaliser une simulation numérique de ma situation. Le tout aboutit d'une part à des résultats expérimentaux et d'autre part à une comparaison entre les résultats et les simulations pour voir si le modèle qu'on a adopté suffisait à prédire les formes des vagues qu'on souhaite avoir. J'ai donc, comme je le disais, commencé par la réalisation d'un banc d'essai. Celui-ci est constitué de bois enduit de résine époxy et de plexiglas sur les faces latérales. Il mesure 2 mètres par 60 cm par 50 cm. J'ai pris les plus grandes dimensions que je pouvais compte tenu des matériaux accessibles sur le marché et de leur prix. À titre de comparaison, le banc d'essai similaire visible à Centrale Marseille mesure une vingtaine de mètres et il en existe un d'une trentaine de mètres au Japon. Vous pouvez voir ici la résine époxy que j'ai utilisée et un banc de menuiserie improvisé avec une défonceuse fixée à la table pour rainurer le bois afin de pouvoir y encastrer le plexiglas. J'ai donc ensuite réalisé des premières manipulations pour obtenir l'onde mécanique idéale, à savoir une onde la plus grande possible en termes de hauteur, mais de largeur à mi-hauteur petite devant la longueur du banc. J'ai cherché donc le meilleur moyen de réaliser cette vague. J'ai testé plusieurs hauteurs d'eau, plusieurs masses, plusieurs dispositifs et j'ai retenu donc pour créer la vague une bassine de même largeur que le banc d'essai, une masse dans celle-ci de 16 kg et une hauteur d'eau de 9,5 cm.
le tout étant réalisé sur un fond bleu et avec une eau colorée. J'ai ensuite créé mon dispositif final. Il consistait en un plan incliné, lesté et maintenu au fond d'inclinaison variable, de la bassine précédemment mentionnée, et d'un appareil photo qui n'est pas représenté ici, mais qui était placé au niveau du plan incliné afin de filmer le déferlement de la vague en 200 fps. La bassine était déposée à la surface de l'eau et lâchée ainsi. Ça me donnait une vague de 5 cm de haut à chaque fois, et qui déferlait globalement toujours dans cette zone-ci. J'ai donc pu ainsi obtenir des vagues de la forme que vous voyez ici. Donc on voit que c'est très satisfaisant. C'est similaire à des profils qu'on observe en pratique sur des spots de surf, sur les spots de surf les plus intéressants et les plus recherchés. On a bien ici le tube comme on l'espérait, avec la lèvre qui jette vraiment devant et qui ferme celui-ci. Donc on a cette vue en coupe qui est très intéressante, et pour caractériser géométriquement la vague, et comme c'est le tube, comme je le disais, qui nous intéresse, on se propose d'étudier la surface de ce tube, la surface en coupe de ce tube, en fonction de la pente du fond. Pour faire ceci, j'ai commencé par récupérer mes vidéos de mon appareil photo. J'ai isolé l'instant de l'impact de la lèvre sur l'eau devant, donc l'instant auquel le tube se ferme sous tracker, l'image précise. J'ai ensuite recadré ces images en format 30 cm par 30 cm selon l'échelle, et sous GIMP, je les ai coloriés en bleu, sauf pour l'intérieur du tube qui était lui colorié en vert. Cette image, donc ces images, puisqu'il s'agissait donc d'une image par vidéo, étaient ensuite ouvertes sous un code Python que j'ai réalisé et qui consiste en un comptage de pixels. Il prend en argument donc le nom du dossier contenant les images, afin de les ouvrir, la liste des angles mesurés sous tracker précédemment, et par un produit en croix relativement simple, en connaissant le nombre de pixels total d'après les dimensions de l'image et en comptant le nombre de pixels verts selon des critères de seuil RVB, on avait la surface de tube qui était donnée ici, donc 900 pour son 900 cm², le nombre de pixels verts divisé par la hauteur fois la largeur. Le code nous donnait enfin donc une liste de surfaces qu'il traçait en fonction des angles précédemment entrés. Ceci m'a donné dans un premier temps le graphique qui est ici. Il s'agit d'un nuage de points en plusieurs couleurs, chaque couleur correspondant à un genre de manipulation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tendance globale qui se dégage immédiatement de ce nuage. Je suis donc revenu vers mes vidéos initiales pour essayer de comprendre ce qui posait problème et ce qui faisait qu'on n'avait pas les résultats auxquels on s'attendait, à savoir un tube plus grand quand la pente augmentait. Et j'ai réalisé que, contrairement à ce que j'avais prévu, mon plan incliné n'avait pas une position fixe. Son abscisse variait d'une vague à l'autre à cause du passage de celle-ci. J'ai donc également relevé une liste d'abscisses pour la planche, et j'ai ajouté dans mon code une boucle pour que celui-ci retire tous les points pour lesquels l'abscisse de la planche était trop éloignée de l'abscisse des précédents jours. J'ai alors obtenu le graphique que voici. Donc on voit bien que c'était effectivement le bon souci qui a été identifié. Et on a cette fois vraiment une tendance qui se dégage. Ça reste assez éparpillé, mais on a vraiment une tendance croissante. J'ai ensuite procédé à la création d'une simulation numérique basée sur l'équation que voici, qui est tirée de hydrodynamique physique par les professeurs Guyon, Petit et Hulin.
Il s'agit donc de la vitesse d'un point de la surface de l'eau, du front de la vague à la surface de l'eau, en fonction de G, l'accélération de la pesanteur, et H, la hauteur de ce point par rapport au fond. Ce qu'on peut comprendre intuitivement de cette formule, c'est que sur les très hauts fonds, comme je le mentionnais tout à l'heure, la vague ne déferle pas parce que tous les points de la vague vont sensiblement à la même vitesse, la hauteur de la vague étant négligeable devant la hauteur d'eau totale. En revanche, sur les fonds plus faibles, on va voir une différence de hauteur par rapport au fond non négligeable entre le haut et le bas de la vague. Le haut de la vague va donc avancer significativement plus vite et créer un déferlement glissant si cela se produit lentement, donc par exemple sur fond plat, et un déferlement plongeant et un tube si cela se produit de manière brusque. C'est donc ce que j'ai mis en place dans une simulation numérique qui consiste en une double méthode de l'air en 2 dimensions. Ma vague était donc représentée dans le temps par une matrice en 3 dimensions. Chaque plan de ma matrice correspond à un instant, donc j'ai nt plans. Chaque instant est composé de nz lignes, le nombre de points, et chaque point est représenté par une abscisse, une ordonnée et une vitesse verticale. J'appliquais donc ensuite à chacun j'initialisais d'abord le premier plan de ma matrice en la gaussienne que vous avez vu juste avant. Et ensuite, je créais instant par instant tous les plans suivants. Horizontalement, la vitesse était donnée par l'équation que je vous ai montré précédemment. Et verticalement, j'avais un critère un peu particulier. Par défaut, la hauteur de chaque point était constante et sa vitesse verticale nulle. Et si jamais la vague creusait, ce qui correspondait à avoir un point qui dépasse un point qui était initialement devant lui, ce point se voyait alors attribuer une vitesse verticale et une chute libre. J'ai alors obtenu les profils suivants. Donc vous avez ici pour un angle de 5 degrés, ici pour un angle de 15 degrés et à différents instants. On voit visuellement qu'on a de fait un raidissement qui ressemble à ce qu'on observe en pratique en mer. Et ici on commence à observer un déferlement. On a exactement le même phénomène ici, allié avec de fait un déferlement qui semble jeter plus et qui donnerait lieu à un tube plus long. Malheureusement, on ne peut pas faire de comparaison vraiment numérique avec les résultats expérimentaux, parce que malgré tout, le profil de la vague ici est trop différent des profils obtenus expérimentalement. En effet, on voit qu'on a malgré tout un creux de la vague qui est très petit et une lèvre très grosse. Et dans la suite de cette simulation, la lèvre s'affaisse trop vite pour avoir un tube d'air significatif. Donc on comprend que ce modèle mathématique n'était pas suffisant. Il est satisfaisant compte tenu de la simplicité de l'équation dont il est tiré, mais il reste malgré tout assez rudimentaire. On pourrait en effet l'améliorer en tenant compte des mouvements des particules au sein de la vague sous l'eau. Celles-ci décrivent des cercles lorsque la vague est en eau profonde, évolue en eau profonde, et des ellipses lorsque la vague évolue en eau peu profonde. Et en effet, on peut se convaincre de l'importance de ces mouvements de particules d'eau lorsqu'on observe par exemple l'arrivée d'une vague sur une marche qui donnerait des résultats totalement différents de ce que ma simulation nous donnerait a priori. Pour conclure, je suis très satisfait de mon PIPE puisque j'ai d'une part réussi à créer un banc d'essai fonctionnel qui ne fuyait pas, dans lequel j'ai pu réaliser toutes mes manipulations sans trop de soucis. J'ai réussi à créer des vagues plus que satisfaisantes. Elles étaient similaires à ce qu'on observe en milieu naturel. Elles étaient à l'échelle près propices à la pratique du surf. J'ai réussi à faire un code d'exploitation pour pouvoir exploiter mes vidéos correctement. J'avais des protocoles reproductibles. J'avais enfin une simulation perfectile mais fonctionnelle jusqu'à un certain point. Et enfin, on a établi le lien
entre la bathymétrie et le profil d'une vague, et donc plus la pente du fond est prononcée, plus la vague est creuse. Je vous remercie.